Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali, 7h à Bamako. Le journal, Oumar Moussa Traoré. Mercredi 13 novembre 2024, bonjour et bienvenue. Ciel nuageux sur Bamako où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 19 degrés affichés en ce moment, pour une maximale de 37 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, demain 14 novembre, cela fera un an jour pour jour que l'armée nationale posait pied à Kidal après une décennie d'absence de l'État. C'est une ville qui a renoué désormais avec la présence de l'État, les services sociaux de base et les activités socio-économiques. Notre correspondant Sidi El-Meili Ag Al-Baka, dans ce premier dossier de la rédaction, se penche sur la sécurité retrouvée à Kidal. Un mot de l'actualité de l'AES qui nous conduira notamment au Burkina Faso où les forces de défense et de sécurité viennent de déjouer un vaste complot visant à déstabiliser les institutions de la transition sur fond de tentatives de corruption avec un pactole qui donne le tournis, 5 milliards de francs CFA. Le complot a été déjoué grâce au patriotisme des éléments des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Depuis la chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi, Agibou Koulibaly évoque aujourd'hui l'accent que la délégation spéciale de l'Amérique du Sud de Bamako met à présent sur une gestion rigoureuse des ressources et une implication active de la communauté dans le cadre de la nouvelle vision d'un Bamako plus propre, plus verdoyant et bien organisé. Enfin, en sport football, la saison sportive 2024-2025 donne finalement son coup d'envoi ce dimanche à la faveur de la Super Coupe opposant le Doliba AC au Stade malien de Bamako. Depuis 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, les Aigles en veillée d'armes à Maputo, au Mozambique, en vue de leur rencontre de ce vendredi, ont eu leur première séance d'entraînement hier. Le dernier lot de 3 joueurs est attendu aujourd'hui à Maputo pour compléter le groupe Aigle. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Alidou Matina. Voilà pour le sommaire. Pour démarrer cette édition, nous allons évoquer les leçons de citoyenneté qui se poursuivent au palais des pionniers de Banyambougou. 3 membres du gouvernement étaient face aux jeunes de la deuxième cohorte à l'école de la citoyenneté, les ministres de la promotion de la femme, de l'agriculture et de la justice. Chacun, après avoir présenté les actions menées, a déjà dégagé des pistes destinées à faire d'eux des vrais citoyens dans un pays en pleine refondation. Compte rendu, Fadem Bakita. La citoyenneté s'hérite, mais s'inculque si la notion d'État, l'incivisme ou le manque de patriotisme échappe à plus d'un. La série de panels d'exposés sur les actions menées par les membres du gouvernement et sur des thèmes pertinents par certains responsables s'inscrivent dans ce cadre. Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Le gouvernement a aussi pour tâche, lorsque le jeune n'est pas suffisamment préparé, de les redresser, pour faire en sorte qu'en arrivant cette fois-ci à l'âge adulte, il puisse être un adulte consciencieux, travailleur, honnête, loyal, patriote. Daniel Simeon Kelema, ministre de l'Agriculture. On constate avec beaucoup de plaisir que la mentalité par rapport au secteur agricole a beaucoup évolué. Et chacun comprend aujourd'hui que l'agriculture occupe une place importante pour le développement économique du pays. En plus de l'élaboration des textes de loi dans les domaines du droit de la famille, des procédures civiles et pénales, le ministère de la Justice et des droits de l'homme garantit le fonctionnement des juridictions. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux. Nous avons particulièrement parlé des symboles de l'État qui sont particulièrement importants dans le cadre de cette citoyenneté. Parce que je crois que tout citoyen doit connaître les symboles de l'État, pouvoir les respecter. Les nombreuses questions posées par les participants prouvent leur engouement pour les séances de civisme en cours. Ismaël Ibrahim, participant à la deuxième cohorte Menaka. Lors de sa présentation, elle a touché sur 4 axes, qui est l'axe qui parle de la femme, celui qui parle de l'enfant, celui qui parle de la jeunesse. À travers ces programmes qui n'est pas vraiment seulement une formation, qui est une immersion dans l'histoire. Sama Adelbaya, participant de la commune 4. C'est surtout le respect des symboles de l'État. Il a également mis l'accent
sur le respect de la justice. Tout ce qui est interdit par la justice, nous devons le respecter. La refondation du pays ne peut répondre à l'attente souhaitée sans un renforcement de la notion de citoyenneté et de patriotisme. Je vous le disais en titre, dans le cadre de l'an 1 de la reprise de Kidal le 14 novembre 2023, des mains des forces du mal, nous avons initié une série de reportages réalisés à Kidal. Aujourd'hui, nous évoquons la situation sécuritaire de la région de Kidal. Toutes les forces de défense et de sécurité sont présentes à Kidal, permettant ainsi à la population de vaguer librement et en toute quiétude à ses occupations. Quel est le moral des troupes? Les hommes sont-ils dans les conditions pour mener à bien leur mission régalienne? Sidi El Mehdi Ag El Baka et Adama Kamara ont passé une journée avec le commandant de la 7e région militaire du pays, suivant leur reportage. Kidal, 7e région militaire du pays, le commandant des zones au contact de ces hommes sur le terrain. C'est un exercice de routine pour le colonel-major Daouda Sagara et qui lui permet d'apprécier régulièrement le dispositif sécuritaire et le moral de la troupe engagée sur le théâtre. Notre mission ici consiste à assurer ce qu'on appelle le contrôle de zone. Les FAMA ont pris possession des localités, des points importants et des portions de terrain. Il s'agit actuellement pour nous d'assurer le contrôle de zone. À cet effet, nous sommes articulés comme suit. Dans le cadre de l'opération, le secteur 2 a son PC, le poste de commandement à Kidal au camp 2, avec dans la ville les directions et états-majors des chefs des services techniques, et aussi dans les autres cercles importants et stratégiques comme Tessalit, comme Anefis, comme Aguelhoc, où nous avons ce qu'on appelle les groupements tactiques interarmes, les GTIA, qui opèrent là-bas, qui sont également en contrôle de zone et qui sont aussi appuyés par tous les autres services de défense et de sécurité. Des checkpoints de ce genre, on en voit plusieurs dans la région. Ce sont des positions stratégiques tenues par des hommes bien entraînés et très bien équipés. Au-delà de la sécurisation et la protection des populations, les FAMA œuvrent maintenant à la pacification de la région. Actuellement, c'est dans le cadre du contrôle de zone, c'est des missions spécifiques telles que la mise en place d'un dispositif défensif au niveau de toutes les localités que nous tenons, ce qui permet quand même d'assurer la sécurité de la ville, aussi de garantir la quiétude de la population. Parallèlement à cela, nous avons des missions dynamiques qui consistent à lancer des opérations offensives, des reconnaissances d'axes, des reconnaissances de points suspects, des reconnaissances de zones, tout ça pour rechercher et détruire jusqu'à présent les poches de résistance ennemies ici sur le terrain ou des individus suspects sur le terrain. Un an après la reconquête de Kidal, rien n'entame la détermination des FAMA. La paire a totalement changé de camp, l'ennemi en débandade. Aujourd'hui, Kidal respire la paix et aspire progressivement au développement économique et social grâce à nos forces de défense et de sécurité. Les FAMA ont également intégré les volets action sociale dans la conduite des opérations. Ça, c'est dans le but de rapprocher davantage la population, d'avoir l'adhésion de la population afin de faciliter aux FAMA leur mission. C'est grâce au soutien des plus hautes autorités et du haut commandement que cela a été possible. Vraiment, nous remercions le commandement militaire pour cela. Et l'engagement également de nos hommes. À la population, je demande toujours leur contribution, leur collaboration, parce que c'est ça qui facilite la mission des FAMA. C'est ça notre objectif. Et c'est en cela que la stabilité, la stabilisation que nous recherchons pour la région de Kidal va être totalement réalisée. À Kidal, les FAMA rassurent et bénéficient sans conteste du soutien des forces vives de la région. Oui, grâce aux FAMA, les couleurs nationales flottent fièrement sur tous les édifices. Les activités socio-économiques reprennent de plus belle au grand bonheur des populations. Kidal, Sidi El Mehdi Ag El Baka, Adama Kamara pour l'ORTM. AES, actualité. Le premier volet de l'actualité de l'AES nous conduit au Burkina Faso avec l'ouverture hier à Ouagadougou de la 19e édition de la Semaine du numérique dont le Mali et le Niger sont les invités spéciaux. Durant une semaine, les professionnels de l'industrie du numérique venus de tous les horizons vont se pencher sur les enjeux de la finance digitale pour réussir la transition digitale dans l'espace de l'AES en particulier.
celui de l'Afrique en général. Le thème retenu pour cette édition est la transformation digitale et le développement économique, enjeux des fintech. Le ministre en charge de l'économie numérique, Alhamdou Ag Ilien, conduit la forte délégation du Mali. Le récit de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Tamsir Diabaté, Barakou Maïga. Le numérique, une opportunité à saisir pour le développement économique de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. C'est désormais la vision et l'ambition des gouvernants et gouvernés pour donc faire de cela une réalité. À la faveur de cette 19e édition de la Semaine du numérique de Ouagadougou, les acteurs concernés vont réfléchir et examiner les opportunités qu'offre la finance digitale. Cela en vue de trouver une réponse commune pour une transition digitale reçue dans l'espace AES. Alhamdou Ag Ilien, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Les instances comme la Semaine du numérique sont de véritables opportunités pour consolider et booster les liens séculaires et fusionnels entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui partagent tout dans la douleur comme dans la joie. La révolution du numérique impacte tous les aspects de nos sociétés et de nos économies et joue un rôle central dans la croissance économique, l'innovation et la compétitivité des nations. C'est pourquoi je voudrais ici saluer les pertinences du thème choisi ainsi, transformation digitale et développement économique, enjeux des fintech, qui cadre parfaitement avec nos priorités actuelles. Sidi Mohamed Raïlou, ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique du Niger. Le niveau élevé d'inclusion financière que nous visons tous sera atteint par la diversification d'infrastructures numériques, de formation et d'éducation dans le secteur socio-économique de base. Aminata Zerbo Zaban, ministre burkinabé de la transition digitale, des postes et des communications électroniques. Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. Cette maxime de l'une des figures les plus marquantes de la révolution industrielle trouve un écho particulier aujourd'hui, alors que notre région est en proie à des défis sécuritaires qui requièrent de tous une réflexion et des actions collectives dans tous les secteurs clés du développement. Le Mali, invité spécial de cette 19e édition sur le thème « La transformation digitale et le développement économique, enjeux des fintech », a amorcé le pas avec la digitalisation de moyens de paiement qui aujourd'hui est en train de booster l'assiette fiscale. Alhamdou Ag Ilien, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Convaincu de la nécessité de la réforme, Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a réitéré son engagement ferme et total à opérationnaliser la digitalisation des moyens de paiement, dont le lancement officiel a été effectué le 19 juillet 2024 à Bamako, avec comme tremplin l'adoption par le gouvernement du document de politique nationale de développement de l'économie numérique et de la stratégie nationale d'inclusion financière, qui ont permis d'obtenir des résultats tangibles tant sur le plan du développement des infrastructures que sur le plan du développement et de l'accessibilité des services financiers et des fintech. Le rendez-vous de Ouagadougou se veut une plateforme d'échange et de partage pour faire du numérique un moteur d'intégrateur et de développement dans l'espace AES. Ouagadougou, Tamsir Diabaté, Mbarakou Baïga pour l'ORTM. Oui, nous allons rester au Burkina Faso au moment où ce peuple frère donne ce qu'il a pour soutenir les forces combattantes engagées dans la reconquête du territoire. Des individus non encore identifiés mobilisent des milliards pour la déstabilisation des institutions de la transition. Le dernier cas a été révélé ce week-end grâce au patriotisme des soldats qui ont piégé un individu qui voulait enrôler ses soldats avec 5 milliards de francs CFA pour destituer le président du Faso. La tentative a échoué et la population exprime son soutien total aux soldats. Les réactions dans ce dossier signé Rokiatou Ouattara de Radio Burkina. L'émotion a étreint des auditeurs à l'annonce de la somme mise en jeu pour ce projet de coup d'État déjoué. De suite, ce sont des félicitations qui viennent à l'esprit de Marc Bago. Merci, félicitations aux soldats qui ont refusé cette offre. Cela montre vraiment le vrai patriotisme et l'intégrité de ces hommes. J'étais ému de joie d'attendre cette information.
Cet acte patriotique est mis sur le compte de l'éducation reçue par ces militaires, Kassoum Dambré. La somme colossale que ces militaires ont remis à la hiérarchie militaire montre que vraiment l'intégrité réside toujours au Burkina Faso. Mais je remercie les parents de ces soldats-là. Vous voyez que c'est l'éducation qui donne tout ça là. Voilà, si l'éducation était mal acquise là-bas, même si c'était 500 000 francs, il allait. Mais ces militaires étaient conscients que l'héritage le plus indiscutable, c'est le Burkina Faso. Pour Jean Thiombiano, c'est un geste d'amour pour la patrie. Ça montre leur détermination pour leur patrie. Pour dire qu'il n'y a pas mieux, il n'y a pas une photocopie, il n'y a pas un Burkina ailleurs, et il n'y a pas un Burkina réussi aussi qui sera ailleurs. Je pense que c'est de dire merci effectivement parce que ça interpelle tout un chacun dans son coin, que ce soit pour moi et autres. Kilimité Kambou estime que pour que cela fasse des émulations, ces soldats intègres doivent être reconnus par la nation. Ces soldats-là, on doit tout d'abord leur donner des grades, ensuite les décorer. Le refus de tremper dans un complot contre son pays montre que la gouvernance vertueuse au sommet de l'État porte ses fruits. Voilà, le dernier élément à verser au dossier AES nous conduit au Niger, où un groupe de combattants du Front populaire de libération FPL a déposé les armes. C'était au cours d'une cérémonie tenue au gouvernorat d'Agadez, en présence du gouverneur de la région, le général de brigade Ibrahim Aboulama, et de plusieurs personnalités civiles et militaires. Compte rendu Diallo Abdoul Chalil de la Voix du Sahel. Le Front populaire de libération, encouragé à revenir à la raison grâce aux multiples initiatives de réconciliation menées par les autorités nigériennes, les 9 repentis ont par la même occasion remis un important arsenal de guerre après avoir rendu public leur acte de reddition. Des responsables des forces de défense et de sécurité, des chefs coutumiers et de plusieurs personnalités civiles et militaires. Permettez-moi, monsieur le gouverneur, de vous annoncer toute notre reconnaissance pour un retour à la paix, à la sécurité et à la stabilité de notre cher pays. Sans abuser de notre temps, monsieur le gouverneur et toutes les personnalités ici présentes, par ma voix, et recevez toutes nos salutations et remerciements et encouragements pour tous les efforts fournis ayant permis la tenue de cette cérémonie. Par cet acte, les désormais ex-combattants du FPL décident d'abandonner les activités subversives auxquelles ils s'adonnaient avec des moyens de destruction. C'est pourquoi le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibrahim Issa, les a remerciés et félicités au nom des plus hautes autorités du pays. Et remercier et les féliciter au nom du chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani, au nom du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, pour ce geste hautement salutaire qu'ils viennent d'accomplir en déposant les armes, pour construire dans la paix, la stabilité, le développement du pays. Cette reddition des 9 combattants du FPL qui intervient une dizaine de jours seulement après celle de 3 autres combattants intervenus à Dirkou est donc une preuve supplémentaire des nombreux efforts que déploie le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger pour garantir la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Un mot de l'actualité hors des frontières de l'AES et direction Sénégal. Plus que 4 jours avant les législatives anticipées au Sénégal, la campagne bat son plein dans les principales villes du pays. Les Sénégalais sont appelés à élire une nouvelle assemblée après la dissolution prononcée en septembre par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye de l'actuel Parlement encore dominé par le camp de l'ancien président Macky Sall. Le PASTEF, avec comme tête de liste le Premier ministre Sonko, vise une majorité qui lui permettrait avec le président Faye de mettre en œuvre leurs promesses de rupture et de transformation de l'État. Le Somaliland, république autoproclamée qui a fait sécession de la Somalie, élit aujourd'hui son président à un moment capital de son histoire, où sa quête de reconnaissance internationale secoue la corne de l'Afrique. À travers la région, 1,22 million d'électeurs inscrits ont commencé à voter peu après 6 heures locales, 3 heures GMT, pour choisir entre le chef de l'État sortant Mouzé Bihi, le président du principal parti d'opposition Abdirahman Mohamed Abdoulaye et le leader du parti de la justice sociale Faisal Ali Warabé. L'Allemagne se dirige vers des élections législatives anticipées le 23 février prochain et une très probable alternance à la tête du pays. Le scrutin devrait intervenir après l'éclatement de la coalition d'Olaf Scholz, minée par les désaccords. La date du scrutin, qui a fait l'objet de plusieurs jours de bras de fer, a été approuvée par le principal parti d'opposition.
Les conservateurs de la CDU, CSU et le Parti social-démocrate du chancelier Scholz. Auparavant, le 16 décembre, le chancelier se soumettra au vote de confiance des députés du Bundestag, la chambre basse du Parlement, où il n'a plus de majorité. La page sport dans un instant. Football, la saison sportive 2024-2025 donne son coup d'envoi ce dimanche à la faveur de la Supercoupe, opposant les Djoliba AC au stade malien de Bamako. Toujours au plan national, le mini-tournoi qui regroupe 4 clubs de première division se poursuit aujourd'hui avec les matchs stade malien de Bamako, AS Real de Bamako et Djoliba AC, AS Bagaridjan. 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, les Aigles en rassemblement à Maputo, au Mozambique, en vue de leur rencontre de ce vendredi, se sont entraînés hier mardi. Selon nos envoyés spéciaux, le dernier lot de 3 joueurs est attendu ce mercredi à Maputo pour compléter le groupe Aigle. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Ali Dumatino. Les Aigles du Mali poursuivent leur regroupement à Maputo, au Mozambique. Après les forfaits de Moussa Djenepo, Lassine Sinayogo et Moussa Diarra, un autre joueur déclare forfait. Il s'agit du défenseur Sikou Nyakate. L'équipe nationale a effectué sa première véritable séance d'entraînement. C'était hier mardi. Le point avec nos envoyés spéciaux Sergatou Sissi et Sidi Moribo Dambélé. Au menu, des courses au petit trot, des exercices physiques, des étirements, des échanges de ballons, une séquence de jeu en double et en trio, et enfin une opposition. Les repères ont été pris par les joueurs sous l'œil vigilant de l'ensemble du staff technique. Tom Saint-Fit, sélectionneur des Aigles du Mali. Je suis très content avec les joueurs qui sont là. On a un mix avec les joueurs d'expérience et des jeunes joueurs qui sont là pour la première fois. Et le niveau est très bien. L'atmosphère est fantastique. La température, c'est agréable. Le plus, peut-être pas le meilleur, mais on a entraîné dans un bon niveau pour une première séance. Aliou Dieng, milieu de terrain des Aigles du Mali. C'est un plaisir, c'est une fierté de toujours se rencontrer pour une cause bien déterminée, la nation. Donc on est tout heureux. Le NI a enregistré ce mardi l'arrivée de Yves Bissouma, El Bilal Touré, Sekou Koïta, Adama Traoré Malouda, Kamori Doumbia, Ismaël Diarra Diawara, Mamadou Sangaré Gaucher et Nénébé Dorgales. Une seconde séance d'entraînement avec l'ensemble des joueurs est programmée ce mercredi. Quant à la reconnaissance de la pelouse du stade national Zimpito de Maputo, elle est prévue ce jeudi. Le Mozambique reçoit ce vendredi le Mali au compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 dans le groupe I. Au même moment, Eswatini accueille la Guinée-Bissau. Juste après la rencontre de ce vendredi à Maputo, les Aigles regagneront Bamako où ils reçoivent le mardi prochain Eswatini lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires. Cette 5e journée qui s'étend sur 3 jours sur le continent débute ce mercredi par quelques oppositions. Dans le groupe J, la Namibie affronte le Cameroun déjà qualifié. Il y aura Libéria-Togo dans le groupe E et les Sao du Tchad croisent dans le groupe G la Sierra Leone. Toujours lors de cette 5e journée, il y aura à Bamako au stade du 26 mars, ce jeudi à 19h, ce choc sous-régional Burkina Faso-Sénégal. Les étalons du Burkina Faso qui reçoivent sont déjà qualifiés, tout comme les Lions de la Teranga du Sénégal. Au plan national, le mini-tournoi à 4 initié par la Fédération malienne de football prévoit ce mercredi Stade malien de Bamako AS Real et Djoliba Athletic Club AS Bakaridjan. Les deux rencontres se jouent au stade Mamadou Konaté. Ce tournoi est initié par la Fédération pour permettre à nos deux représentants, le Djoliba Athletic Club et le Stade malien de Bamako, engagés dans les compétitions africaines des clubs, d'être plus compétitifs. Rappelons que la phase de poule de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération démarre dans 2 semaines. D'ici là, le Djoliba AC et le Stade malien de Bamako vont s'affronter ce dimanche à la faveur de la Supercoupe, annonçant le démarrage de la nouvelle saison. Cette saison, un nouveau chapitre va s'ouvrir pour notre football qui va embrasser le professionnalisme. Un processus longtemps envisagé et qui devient désormais une réalité. Les 14 clubs concernés pour le championnat professionnel ont reçu leur certificat de licence professionnelle. Les regards sont ainsi tournés vers la première journée du championnat professionnel prévue à partir du 23 novembre prochain. Chronique de l'environnement. Voilà, alors que la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako poursuit sa mission de dynamisation,
La durabilité des actions menées en matière de gouvernance financière, d'assainissement et d'embellissement de la ville devient une priorité sous la direction de Bala Traoré. L'accent est mis sur une gestion rigoureuse des ressources et une implication active de la communauté dans cette vision d'un Bamako plus propre, plus verdoyant et mieux organisé. Quels sont les objectifs à long terme et comment cette équipe envisage-t-elle de pérenniser les acquis au-delà de son mandat actuel? Réponse dans la chronique environnement, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. La délégation spéciale de la mairie du district de Bamako a mis en place des mécanismes de suivi et de transparence pour renforcer l'usage des fonds publics, posant les bases pour les administrations futures. Chaque investissement est ainsi orienté vers des actions bénéfiques aux habitants. Bala Traoré, président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Une chose est de prendre les mesures et une autre est de faire en sorte que ça soit maintenu de façon pérenne. C'est ça. Nous devons être vigilants et continuer à maintenir les mesures d'austérité jusqu'à ce qu'on atteigne un niveau où nous pouvons dire que vraiment le résultat est appréciable. À long terme, la délégation s'engage dans une transformation urbaine axée sur la durabilité environnementale. Les priorités incluent l'agrandissement des espaces verts, la promotion du transport public écologique et le renforcement des initiatives de recyclage et d'assainissement. Nous sommes en train d'envisager beaucoup de projets. Nous sommes en négociation avec des opérateurs chinois. L'idée est de faire ce qu'on appelle, nous, la ligne verte. Il s'agira depuis Niamana, en passant par le Pont Fad, en venant jusqu'au centre-ville, une ligne de tramway. Ça va desservir toute la ville et ça va jouer un grand rôle dans la mobilité urbaine. Mais nous pensons que dans les mois à venir, les gens verront vraiment le changement. La participation citoyenne est un pilier central de cette démarche. Des programmes de sensibilisation et de mobilisation communautaire sont créés pour impliquer activement les Bamakois dans les campagnes de propriété, le recyclage et le reboisement. L'un des défis, c'est le changement de mentalité, de comportement même de nos concitoyens. Vous savez, les ordures, c'est produit par les gens. Ça ne tombe pas du ciel. Mais dans toutes les villes du monde, la production d'ordures est au quotidien. Mais chaque pays, chaque ville s'organise pour trouver les moyens pour les évacuer. Comment les amener à changer de comportement? L'un des moyens était justement les médias, vous, en l'occurrence, faire passer les messages, sensibiliser, informer. L'un des problèmes aussi est qu'il y a une pratique. Les gens collectent les ordures, ils mettent dans des sacs et déposent sur les parterres, sur la voie publique, là où tout le monde peut voir. Ce n'est pas bien, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Faire en sorte que les gens arrêtent. La voie publique n'est pas le lieu le mieux indiqué pour aller déposer des sacs d'ordures. En alliant rigueur, vision à long terme et mobilisation citoyenne, Bamako se positionne sur la voie de la résilience et de la durabilité. Ces efforts communs transforment la capitale en une communauté engagée et prête à relever les défis écologiques du futur. Voilà, à cette heure passée de 27 minutes à Ségouna. Ségouna, c'est dans le cercle de Sagabari, se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Ousmane Ndao. À la mise en onde, il y avait Ismaïla Diara. Merci d'avoir été des nôtres. Prochain rendez-vous, les infos, 13h. Vous retrouverez Mbemba Sibi, mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keita. Les avis et communiqués avec Doudou Temili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite de programme sur l'ORTM.